Ce que tu vois là est un grand sujet à débat. C'est soit une révolution pour Internet et d'innombrables industries telles que nous les connaissons, soit le plus grand ponzi de l'histoire de l'humanité. Accusé d'être toutes ces choses, c'est le monde des crypto-monnaies où les termes qui y sont associés tels que NFT, blockchain, Web3 font chaque 3-4 ans l'objet d'un battage médiatique grâce aux médias et célébrités en vantant le grand potentiel. Le Bitcoin qui a établi un record, près de 35 000 $, une performance qui interroge. Les cryptos constituent ma passion et mon métier depuis des années. Pour autant, et en lisant vos commentaires, force est de constater qu'elles ne font pas l'unanimité. Tandis que certains parlent d'un potentiel révolutionnaire derrière cette technologie, d'autres voient un système corrompu, uniquement motivé par une euphorie. Cette euphorie est alimentée par la cupidité des gens qui cherchent à devenir riches rapidement en investissant dans une crypto-monnaie, ainsi que par les grandes marques et fonds d'investissement de la planète. Tâchons aujourd'hui d'analyser ces points de vue et d'en tirer une conclusion. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo et après une classe préparatoire HEC et l'école de commerce dans la foulée, je me suis orienté vers la finance d'entreprise. J'ai ainsi fait de la fusion-acquisition, du private equity et du venture capital. Tout ça de manière à acquérir assez de compétences pour créer mon club d'investissement et fonds d'investissement crypto. J'espère que ma compréhension de l'écosystème t'aidera à y voir plus clair aujourd'hui. J'essaierai de ne prendre aucun parti pris. Le Bitcoin est directement lié à ce qui influence nos actions au quotidien, l'argent. Ce morceau de papier, ou plutôt ce chiffre affiché sur notre compte bancaire, qui régit nos vies. Si l'on remonte dans le temps, on découvre qu'à une époque, nos ancêtres n'utilisaient ni pièces, ni billets pour commercer. Ils pratiquaient le troc, un échange de biens contre d'autres biens. Quelques poissons contre une miche de pain, une douzaine d'œufs contre une laitue. Simple sur le papier, mais compliqué en réalité. Ce système avait un gros défaut. Il fallait que les deux parties aient exactement ce que l'autre désirait. On appelle ça la coïncidence des désirs. Et croyez-moi, ça ne marchait pas toujours très bien. Nos ancêtres ont donc compris qu'il fallait trouver un moyen d'échange universel. Quelque chose qui représente la valeur des produits. D'abord, ce fut le bétail, puis les coquillages, et enfin des pièces en matériaux précieux, tels que le cuivre, le nickel, l'or ou l'argent. Des milliers d'années plus tard, les nations ont adopté la monnaie papier, mais avec une garantie. Chaque billet représentait une certaine quantité d'or stocké dans les réserves du pays. C'était ce qu'on appelait plus communément l'étalon or. Théoriquement, tu pouvais échanger tes dollars contre de l'or physique. Mais en 1971, tout a changé. Les États-Unis ont officiellement abandonné l'étalon or, entraînant l'abandon par les autres pays à leur suite. Le dollar n'était plus adossé à l'euro. Il devenait ce qu'on appelle une monnaie d'échange. Cette transition a permis au gouvernement et aux banques centrales de mieux contrôler la masse monétaire, en utilisant des politiques monétaires pour répondre aux crises économiques. On comprend qu'en cas de crise, on imprime de l'argent pour l'injecter au sein de l'économie, et quand on est en période d'euphorie, on réduit la masse monétaire de manière à stabiliser la situation. Aujourd'hui, l'argent que nous utilisons est ce que l'on appelle la monnaie fiduciaire. Il n'y a pas de valeur intrinsèque. Sa seule valeur repose sur la confiance que nous avons envers l'État et les institutions. Mais que se passe-t-il si cette confiance disparaît ? C'est là qu'entrent en scène les cypherpunks. Ce mouvement, né à la fin des années 1980, rassemblait les défenseurs de la vie privée et de la liberté individuelle. Ils s'opposaient au contrôle des gouvernements et des institutions centralisées. Ils détestent notamment la capacité de ces institutions à espionner ou à accéder aux données des citoyens. L'arme de ces cypherpunks était la cryptographie ou l'art de sécuriser les communications grâce au chiffrement. Pour les cypherpunks, le système financier traditionnel représentait tout ce qu'ils combattaient. Les banques et les banques centrales avaient le pouvoir d'imprimer de l'argent à volonté, sans réel contrôle citoyen. Et nous, simples utilisateurs, devions leur faire confiance pour gérer notre argent correctement et en toute sécurité. C'est dans ce contexte de méfiance qu'une idée révolutionnaire a germé. Créer une monnaie indépendante, décentralisée, où la confiance dans les institutions n'était plus nécessaire. Et cette idée a donné naissance au Bitcoin. En 2007-2008, le monde fait face à une crise financière sans précédent depuis la Grande Dépression de 1929. Aux États-Unis, l'économie s'effondre, plongée dans une profonde récession. La crise prend sa source dans les prêts bancaires à risque, les fameux subprimes, et provoque la faillite de grandes institutions financières telles que les Lehman Brothers, l'une des plus puissantes banques américaines à l'époque. Pendant que ce chaos économique se déploie, un mystérieux individu travaille discrètement sur une invention révolutionnaire. Et le 31 octobre 2008, il envoie un mail à une liste de cypherpunks. Le message débute par ces mots. J'ai travaillé sur un nouveau système d'argent électronique, entièrement basé sur des transactions de pair à pair, sans nécessité de tiers de confiance. Ce courriel est signé Satoshi Nakamoto, un pseudonyme derrière lequel se cache un ou plusieurs personnes encore inconnues à ce jour. Nakamoto avait une vision claire. Créer une monnaie numérique indépendante que personne, pas même un gouvernement ou une banque centrale, ne pourrait contrôler. Une monnaie accessible à tous, partout dans le monde, 24 heures sur 24. Le 3 janvier 2009, cette vision devient réalité. Nakamoto lance la blockchain Bitcoin et crée les tout premiers Bitcoins. Rapidement, le projet suscite l'enthousiasme des cypherpunks qui deviennent les premiers utilisateurs de cette nouvelle monnaie. Pour eux, Bitcoin incarne une rupture radicale avec le système financier traditionnel. Un système qu'ils jugent corrompu et contrôlé par des institutions
peu fiable. Satoshi Nakamoto communique alors via des forums en ligne où il partage sa vision du monde futur. Un monde où le dollar et les autres devises nationales n'auraient plus leur place, remplacés par Bitcoin, la monnaie du peuple, décentralisée et libre de toute autorité centrale. Le Bitcoin n'est pas une pièce qu'on peut tenir entre les mains. C'est une monnaie entièrement virtuelle, une monnaie numérique. Pour bien comprendre son fonctionnement, il faut le voir comme de simples transactions enregistrées sur un grand livre comptable. Prenons un exemple. Nicolas envoie 2 bitcoins à Ryan, puis Ryan envoie 2 bitcoins à Sacha. Chaque transaction est notée sur ce grand livre, et cela continue ainsi pour chaque opération suivante. Les banques fonctionnent un peu de la même manière. Elles enregistrent toutes les transactions effectuées sur les comptes bancaires chaque jour à l'aide de leur propre système. Elles vérifient ensuite que ces transactions sont valides. Par exemple, une banque s'assure qu'une personne ayant 100$ sur son compte ne puisse pas en dépenser 200. Mais le Bitcoin est décentralisé. Il n'a pas de banque ou d'autorité centrale pour contrôler tout cela. Alors comment vérifier qu'une transaction est légitime et que Nicolas possède bien 2 bitcoins à envoyer à Ryan? C'est là qu'intervient le concept de pair à pair. Au lieu de confier le grand livre à une seule entité centrale, celui-ci est distribué entre tous les ordinateurs du réseau Bitcoin. Et n'importe qui peut rejoindre ce réseau. Il suffit de télécharger le logiciel Bitcoin. À chaque fois qu'une transaction est effectuée, tous les ordinateurs du réseau, appelés nœuds, collaborent pour vérifier si cette transaction est valide en résolvant des algorithmes complexes. Lorsque le réseau parvient à un consensus et valide la transaction, celle-ci est ajoutée de manière permanente à ce grand livre. Si un acteur malveillant essaie de valider une transaction incorrecte, par exemple en envoyant des bitcoins qu'il ne possède pas, les autres ordinateurs la rejetteront immédiatement. C'est ce mécanisme de validation collective qui est au cœur de la technologie appelée blockchain. Cette chaîne est composée de blocs, et chaque bloc contient un certain nombre de transactions validées et enregistrées de manière immuable. Un autre point essentiel de Bitcoin est qu'aucune identité publique n'est associée aux transactions. Au lieu d'un nom ou d'une adresse, les utilisateurs disposent d'une clé publique et d'une clé privée. Ces clés sont de longues suites de chiffres et de lettres aléatoires qui garantissent la sécurité des échanges. Si quelqu'un tente de pirater ou de modifier un ancien bloc de la blockchain, cela invaliderait automatiquement tous les blocs suivants. Le réseau détecterait cette anomalie et rejetterait la tentative de fraude. C'est ainsi que fonctionne Bitcoin, une monnaie décentralisée qui ne repose pas sur la confiance entre les parties, mais sur un système sécurisé, distribué et résistant aux manipulations. Mais une question se pose, comment Bitcoin a-t-il atteint le prix qu'il a aujourd'hui? Peut-on vraiment imaginer qu'une monnaie numérique, même soutenue par une technologie aussi ingénieuse, vaille plus de 100 000 $? Le prix est finalement une question d'offre et de demande. Mais alors, comment cette demande est-elle apparue? Jusqu'en 2010, le Bitcoin ne valait pratiquement rien. Tout allait cependant changer au mois de mai de cette même année, lorsqu'un homme nommé Laszlo Haniek a posté un message sur un forum consacré au Bitcoin. Il proposait de payer 10 000 Bitcoins pour 2 grandes pizzas. 2 jours plus tard, il parvient à conclure l'échange et reçoit ces 2 pizzas. Ce fut la toute première transaction au monde où des Bitcoins ont été utilisés pour acheter un bien réel. Ce moment est symbolique car il marque la première reconnaissance de la valeur du Bitcoin dans la vie quotidienne. Depuis, chaque 22 mai est célébré sous le nom de Bitcoin Pizza Day et la fin de l'année 2010 confirme cette montée en puissance. Le Bitcoin passe d'une valeur quasi nulle à 39 centimes l'unité. C'est également à cette époque que voit le jour MTGOX, la toute première plateforme d'échange de Bitcoin qui fera grimper son prix à 1,5 $. Le Bitcoin commence alors à attirer l'attention. Des entrepreneurs et les grandes fortunes s'y intéressent. Parmi eux, les jumeaux Winklevoss, figure emblématique de la Silicon Valley. Diplômés de Harvard, ils sont devenus célèbres après avoir remporté 65 millions de dollars dans un procès qui les opposait à Mark Zuckerberg, qui les accusait de leur avoir volé l'idée initiale de Facebook. En 2013, ils décident de réinvestir une grande partie de cet argent dans Bitcoin, au point de détenir jusqu'à 1% de tous les Bitcoins en circulation. Leur pari audacieux contribue à légitimer la crypto-monnaie aux yeux de certains investisseurs. Malgré tout, les critiques sont omniprésentes. Bitcoin est voué à l'échec, disaient les crypto-sceptiques. Et je comprends leur point de vue. Pourquoi miser sur un code informatique et sur des idéaux anarchistes numériques? Avons-nous réellement suffisamment confiance dans la technologie pour lui confier notre système financier? Le Bitcoin présente aussi des limites. Il possède une offre fixe de 21 millions de jetons, ce qui le rend déflationniste par nature. En théorie, sa valeur pourrait augmenter avec le temps, mais cela soulève un problème majeur. Si un Bitcoin vaut plus demain qu'aujourd'hui, pourquoi vouloir l'utiliser pour effectuer des transactions? Cela pousse les gens à le conserver plutôt qu'à le dépenser, limitant ainsi son potentiel en tant que monnaie d'échange. Un autre défi est celui de la scalabilité. Le réseau Bitcoin ne peut traiter que 7 transactions par seconde contre 1700 pour Visa ou même 5000 pour Mastercard. Si le Bitcoin aspire à devenir une monnaie de référence mondiale, comment pourra-t-il rivaliser avec ces géants du paiement? Pour garantir sa décentralisation et éviter qu'une seule entité ne prenne le contrôle, Satoshi Nakamoto a opté pour un modèle de consensus basé sur la preuve de travail, le Proof of Work. Concrètement, les ordinateurs du réseau Bitcoin doivent résoudre des problèmes mathématiques
complexes pour valider les transactions. Le premier à y parvenir est récompensé par des bitcoins fraîchement créés. C'est ce qu'on appelle le minage. Mais ce processus a un coût. Il consomme énormément d'énergie. En quête de profit, les mineurs se sont lancés dans une véritable course à l'armement, utilisant des machines toujours plus puissantes pour maximiser leurs chances de réussir le minage. Plus les ordinateurs sont puissants, plus ils consomment de l'énergie, rendant le bitcoin énergivore. Ce problème est aujourd'hui l'un des sujets les plus controversés autour de cette crypto-monnaie. Alors, le bitcoin peut-il réellement devenir la monnaie mondiale qu'il ambitionne d'être? Cela reste à voir. Mais une chose est certaine, que l'on y croit ou non, il a changé la donne dans la manière dont nous percevons l'argent. Malgré son ambition initiale de devenir une monnaie mondiale, le bitcoin a échoué à remplir ce rôle. La plupart des transactions en bitcoin ne concernent pas l'achat de biens ou de services. Aujourd'hui, l'essentiel du minage est concentré dans d'énormes fermes minières situées dans des entrepôts. Malgré ce constat, comment se fait-il que bitcoin ait survécu et soit encore omniprésent? C'est justement là le problème. Le bitcoin que nous voyons aujourd'hui n'est plus la monnaie révolutionnaire imaginée par Satoshi. Ce qu'il est devenu, c'est une coquille vide de son identité d'origine, dominée par des plateformes centralisées de trading conformes aux réglementations gouvernementales. Si vous avez entendu parler du bitcoin, c'est probablement dans un contexte d'investissement, non d'utilisation. En 2014, Satoshi Nakamoto disparaît mystérieusement d'Internet, sans laisser de traces. Ce qui restait de son invention n'était déjà plus une monnaie. C'était quelque chose de totalement différent. Prenons un autre exemple, Bernie Madoff, homme respecté de Wall Street, qui dirigeait une société de courtage très populaire. Il promettait à ses clients d'excellents rendements, mais en réalité, il gérait la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire. Pendant 17 ans, il utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour rémunérer les anciens, jusqu'à ce que le système s'effondre. La fraude a atteint un montant estimé à 64,8 millions de dollars. Madoff a plaidé coupable et a passé le restant de sa vie en prison. Les pyramides de Ponzi reposent sur un principe simple. Tant que de nouveaux investisseurs arrivent, le système tient. Mais dès que les gens veulent récupérer leur argent ou que les nouvelles recrues se font plus rares, tout s'effondre. Certaines critiques comparent le bitcoin à une pyramide de Ponzi décentralisée. Pourquoi? Parce que la majorité des gens achètent du bitcoin, non pas pour l'utiliser comme monnaie, mais pour le revendre à un prix plus élevé plus tard. Ce comportement crée donc des contradictions fondamentales. Plus le bitcoin est perçu comme un investissement, moins il est utilisable comme monnaie fiable. En résumé, la valeur du bitcoin dépend essentiellement d'une injection constante d'argent de nouveaux investisseurs. Contrairement à Bernie Madoff, ici, personne n'est directement responsable. Le système est décentralisé, mais la logique demeure similaire car tout repose sur la spéculation. Le bitcoin a ouvert la voie à une nouvelle ère technologique. L'idée de la blockchain, cette feuille de calcul numérique qui enregistre les transactions, a rapidement été exploitée pour créer de nouvelles crypto-monnaies et de nouveaux projets. L'un des projets les plus marquants est celui de Vitalik Buterin. En 2011, ce jeune passionné découvre le bitcoin, mais il voit plus loin. En 2015, il cofonde Ethereum, une blockchain similaire à Bitcoin et bien plus puissante. Contrairement au bitcoin, Ethereum permet de programmer des applications directement sur sa blockchain grâce à des contrats intelligents. Si le Bitcoin est une simple feuille de calcul, Ethereum est un tableur Excel avec des fonctions avancées. Cette flexibilité a ouvert la porte à la création de nouvelles crypto-monnaies appelées tokens. Plutôt que de construire une blockchain en partant de zéro, il est désormais possible d'utiliser la blockchain Ethereum pour lancer de nouveaux projets. Cependant, cette innovation a donné lieu à une explosion de tokens parfois absurdes et frauduleux. Je pense au Jesus Coin, qui promettait de décentraliser Jésus et d'offrir des miracles aux détenteurs du token. Je pense encore au Ponzi Coin, qui admettait ouvertement être une arnaque, mais il a tout de même levé 250 000 €. Nombreux sont les projets qui ont été lancés dans l'euphorie du moment sans réelle utilité. En 2017, le phénomène des ICO, Initial Coin Offerings, atteint son apogée. Des célébrités comme Floyd Mayweather ou DJ Khaled sont payés des centaines de milliers de dollars pour promouvoir des projets crypto douteux. Parmi eux, Centrotech, qui promettait des services financiers révolutionnaires. Mais il s'avérera que leur PDG n'existait même pas et que les partenariats annoncés avec Visa et Mastercard étaient fictifs. Leur cofondateur sera condamné à 8 ans de prison. Pendant que les ICO battent leur plein, une nouvelle mode émerge, celle des NFT, les jetons non fongibles. À la différence d'1 euro qui peut être échangé à un autre ou une crypto-monnaie, un NFT, Mona Lisa, n'a pas d'équivalent et donc il est non fongible, non échangeable contre son équivalent. CryptoKitties est l'un des premiers projets NFT à faire parler de lui en 2017. Ce jeu permet de collectionner, d'acheter et vendre des chats virtuels uniques, chaque chat étant représenté par un NFT. Et comme souvent dans l'espace crypto, la spéculation prend rapidement le dessus et le marché s'effondre lorsque l'offre dépasse largement la demande. Cependant, l'idée des NFT ne disparaît pas. Beeple, un artiste numérique, vend en 2021 une œuvre achetée Every Days, The First 5000 Days, pour 69,3 millions de dollars lors d'une vente aux enchères. Cette vente propulse les NFT sur le devant de la scène. Désormais, tout ce qui est culturellement pertinent peut être transformé en NFT. Des mèmes, des œuvres d'art, des vidéos. L'un des projets les plus marquants est le Bored Ape Yacht Club, BAYC, lancé par Yuga Labs. Cette collection de 10 000 illustrations de singes connaît un succès fulgurant, attirant des célébrités comme Justin Bieber, Steve Aoki ou encore des joueurs de la NBA. Avec l'émergence des crypto-monnaies, NFT et de la blockchain, une nouvelle vision d'Internet voit le jour, le Web 3. Contrairement au Web 2.0 dominé par les grandes entreprises qui exploitent nos données, le Web 3 promet un Internet où les utilisateurs
possèdent eux-mêmes leurs données et où chaque transaction repose sur des blockchains et des tokens. Certains voient cette évolution comme l'avenir d'Internet, tandis que d'autres y voient une nouvelle bulle spéculative prête à éclater à tout instant. En conclusion, Bitcoin a peut-être échoué à devenir une monnaie mondiale, mais il a donné naissance à un écosystème anti-innovation. Cependant, une question persiste. Toutes ces innovations, toutes ces technologies ont-elles une utilité réelle ou ne sont-elles qu'une simple forme de spéculation? Je t'invite à débattre de ce sujet dans l'espace commentaire et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je propose une ressource gratuite sur les crypto-monnaies dans la description. Quelle que soit ton opinion sur le sujet, n'oublie pas que c'est nous, la nouvelle bourgeoisie.